Je suis très content d'être là. Je suis venu vous parler du nouveau tournant économique mondial parce que bon, j'ai été dans les marchés financiers toute ma vie et c'est un peu le cœur radioactif du système libéral, c'est-à-dire que si vous passez votre temps dans le cœur radioactif, de temps en temps vous êtes irradié. Donc si vous voulez, c'est pas... J'ai tout un tas de mes amis qui y sont passés et qui sont sortis en mauvais état de l'autre côté. Donc je suis assez content d'avoir résisté 45 ou 50 balais parce que c'est pas évident. J'ai 75 ans et je suis toujours là, ce qui est pas mal. Alors je vais vous parler un petit peu, dans le fond, de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et ça aura automatiquement un côté assez monétariste, libéral, comme vous pouvez l'imaginer. Et dans le fond, je voudrais d'abord dissiper une équivoque. Voilà, je vais d'abord dissiper une équivoque. Le libéralisme, ça n'est pas une doctrine économique. Ça n'a strictement rien à voir avec l'économie et ça a tout à voir avec le droit. Le libéralisme est une doctrine juridique qui est née en Angleterre à la fin du XVIIIe avec un homme qui s'appelait Locke et qui venait des racines profondes de l'Angleterre, qui avait commencé avec la Magna Carta, qui commençait à préciser les droits de l'individu par rapport à l'État. Et qu'est-ce que dit cette théorie dans sa forme la plus simple ? C'est que pour qu'une société fonctionne et se développe, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, c'est le droit de propriété. Et la deuxième, c'est que tout le monde soit égal devant la loi, y compris l'État. Et si vous avez créé une société où tout le monde est égal, y compris l'État, et que le droit de propriété est reconnu comme intangible, eh bien curieusement, un siècle après, commençait la grande révolution industrielle, dont on n'est jamais sorti. Donc, de l'égalité de tous devant la loi et de la reconnaissance du droit de propriété vient la croissance économique. Mais c'est un avantage, mais ça n'est pas du tout un but. C'est pas du tout ce que les philosophes cherchaient quand ils l'ont créé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le libéralisme, ça n'est en aucun cas une série de recettes de cuisine qui vont vous permettre de faire diminuer le chômage, ou monter ceci ou baisser cela. Ça n'a strictement aucun rapport avec ça. C'est une doctrine juridique d'égalité devant la loi. Et j'en discutais un jour avec Milton Friedman, avec qui j'ai eu de longues relations. Il avait donné une préface à mon premier livre, ce qui était bien aimable de sa part. Et je lui ai dit, mais enfin, comment se fait-il que la plupart des grands intellectuels du libéralisme aient été français ? Puisque vous commencez avec Montaigne, Montesquieu, Bastia, Jean-Baptiste Constant, Benjamin Constant, Jean-Baptiste C, Tocqueville, Raymond Aron, Revel, enfin, la moitié des grands intellectuels du libéralisme ont été français. Et je lui ai dit, c'est quand même extraordinaire parce qu'on n'a jamais eu de régime libéral en France. Et je lui ai dit, comment est-ce possible ? Il m'a dit, Charles, pour bien décrire le paradis, il faut vivre en enfer. Donc, il faut bien vous rendre compte que la France est un pays qui a été colonisé par son État, qui a un droit spécial de l'État qui s'appelle le droit administratif, et que le droit, il n'y a donc pas un droit en France, mais deux. Il y a le droit des gens qui travaillent dans l'État, comme autrefois il y avait un droit spécial pour ce qu'on appelait les clercs, c'est-à-dire les gens d'église, qui étaient jugés par l'Église, et puis il y avait le vulgum pecus comme vous et moi, qui étaient jugés par les tribunaux normaux. Ben, ça continue en France. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir de régime libéral en France, est assez simple, c'est que dans le fond, nous avons deux droits. Un pour l'État, qui juge les siens, et un pour nous. Et donc, nous, on n'a pas une chance, puisqu'on se fait toujours choper par l'État. Donc, la France est un peu à l'origine de tous les totalitarismes, mais aussi à l'origine de toutes les idées. Vous savez, la France est à l'origine... Il n'y a pas un grand dirigeant international qui a tué la moitié de son peuple qui ne soit pas passé en France à un moment ou à un autre, quoi. Qu'il s'agisse de Pol Pot, qu'il s'agisse de Chou En-lai, qu'il s'agisse de... Ça n'a jamais raté. Mais en même temps, on a eu aussi des intellectuels libéraux absolument superbes.
Donc on a cette caractéristique curieuse en France de préférer les idées à la réalité. Bon, ce qui fait le charme de ce peuple, mais de temps en temps aussi qui me désespère un peu parce que la notion de réalité n'est pas une notion qui intéresse beaucoup les Français, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous sommes en train de rentrer dans un monde qui est un petit peu, j'en viens maintenant au sujet, et j'aimerais, si vous voulez, pendant que je parle, là, je vais de temps en temps, parce que je vis avec ces idées toute la journée, donc je vais peut-être utiliser, j'espère, pas trop de mots compliqués, je vais peut-être utiliser des concepts, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que quelqu'un ne comprend pas dans la salle, dites-vous bien que ce n'est pas de sa faute, c'est pas de votre faute, mais c'est de la mienne. Je me suis exprimé de façon pas assez claire. À ce moment-là, j'aimerais que vous leviez le doigt et que vous disiez « j'ai rien compris ». Parce que ça me permettrait d'affiner la façon dont je présente les choses. Donc en aucun cas, ne vous sentez atteint d'une compétence totale si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est de ma faute, c'est pas de la vôtre. Alors, essayons de réfléchir tous ensemble et je vais vous poser des questions. Et je vais vous poser une première question qui va peut-être vous surprendre. C'est pourquoi la monnaie qu'on utilise, vous avez des billets dans vos poches, là, des euros, là, pourquoi a-t-elle de la valeur? Pourquoi acceptez-vous d'échanger votre temps de travail contre quelque chose qui ne coûte rien à produire? La confiance, oui, c'est pas mal. Une autre idée, pourquoi vous acceptez la monnaie? Pourquoi a-t-on accepté la monnaie dans l'histoire? On n'a pas le choix, l'intermédiaire des échanges. Sa valeur était garantie. Sa valeur était garantie, oui, c'est peu par. On y viendra. Parce qu'on peut payer ses impôts avec. Ah, c'est pas faux. On s'en rapproche, il y a des. Absolument. Bon, alors je vais répondre à ma question. Quelqu'un a une autre idée? C'est une dette, pas automatiquement. Pas automatiquement. Ça sert à l'échange, oui. Bon, alors, c'est une réserve, oui, les deux sont vrais. C'est aussi un étalon de valeur, mais là, vous définissez la monnaie, vous ne répondez pas à la question pourquoi a-t-elle de la valeur? Parce qu'on lui en accorde. Vous avez raison. Parce qu'on fait confiance en l'État. Oui, c'est pas faux non plus, oui. Parce que c'est rare. Ah, ça c'est une vieille idée de la monnaie. Je m'étonnais que personne ne l'ait donnée encore. Alors je vais vous expliquer. Il y a eu 3 explications de la monnaie qui ont été données par des gens très éminents. La première, c'était par Aristote. Vous voyez, donc, et Aristote disait que la monnaie avait de la valeur. Dans la Grèce antique, la monnaie, c'était l'argent métal. Parce que ça coûtait très cher à produire. Mais la question, c'est pourquoi les gens utilisaient-ils quelque chose qui était très cher à produire et qui servait à rien? Très cher, ça renvoie à la notion de rareté. Quand on dit que quelque chose est très cher, c'est qu'il a un prix. C'est qu'il a un prix parce qu'il est très rare, mais en même temps, vous n'expliquez pas pourquoi il est très rare et pourquoi les gens le désirent alors que ça ne sert à rien. C'est comme l'or. En fait, ce que vous dites quand vous dites ça, c'est que vous parlez de ce que Marx appelait la valeur travail. C'est-à-dire quelque chose a de la valeur s'il y a eu beaucoup de travail mis dedans. Et on sait que c'est une imbécilité, parce que si vous faites aujourd'hui une diligence toute neuve et parfaitement confortable, et que vous mettez beaucoup de travail dedans, vous ne la vendrez pas. Donc, la valeur travail, c'est une imbécilité. Quelque chose n'a pas de la valeur parce que vous avez mis du travail dedans. Si personne ne veut acheter le truc dans lequel vous avez mis du travail, ça ne vaut rien. C'est comme ça. Donc la valeur travail sur laquelle on a bâti des systèmes entiers, c'est une imbécilité. Donc ça, on peut l'écarter. La deuxième réponse a été donnée par Platon. Alors Platon, il a dit que la monnaie était une convention sociale. C'est que dans le fond, on avait la monnaie parce que c'était bien pratique. Tout le monde s'échangeait des trucs comme ça évitait d'échanger 2 massues contre 3 flèches, etc. Donc c'était pratique. Et là, Platon a raison, c'est une convention sociale. On trouve ça pratique, on échange la monnaie parce que c'est pratique.
Bon, ça c'est vrai. Et puis il y a une troisième personne qui a parlé de la monnaie, ce que très peu de gens relèvent d'ailleurs, ce qui m'a toujours surpris, c'est le Christ. Alors le Christ, vous savez, il y a les pharisiens qui arrivent, pour ceux d'entre vous qui ont été élevés dans la religion chrétienne, il y a le pharisien qui arrive et qui dit au Christ, qui était un piège, est-ce qu'il faut payer ses impôts à l'Empire romain? Il y a quelqu'un qui m'a parlé des impôts il y a 2 minutes. Et si le Christ répondit oui, il était un collaborateur, et s'il répondait non, il était un résistant, et il était zigouillé par les Romains tout de suite. Donc vous voyez, c'était le gros piège du pharisien, quoi. Et le Christ dit, tiens, je sais pas, montrez-moi une monnaie, la monnaie. Donc on lui montre une pièce, et il dit, qui y a sur cette pièce? Et on lui dit, il y a César. Et il dit, ben, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est de là qu'est partie la séparation de l'Église et de l'État dans tous nos pays. La séparation part de cette phrase unique, quoi. C'est séparation de l'Église et de l'État. Et surtout, il a dit, la monnaie, c'est César. C'est-à-dire, la monnaie, c'est l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en sciences politiques, vous avez un problème qui est celui de ce qu'on appelle l'administration, la fonction qui a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'on se mette tous comme ça dans une pièce comme celle-ci, et puis qu'on décide qu'il y en aurait 3 ou 4 qui auraient le droit de nous taper dessus et de nous mettre en prison. Et ce que je veux dire, on leur donne le monopole de la violence légitime. Et celui qui a le monopole de la violence légitime dans nos sociétés, c'est l'État. C'est César qui a le monopole de la violence légitime. Très bien. C'est César qui a le monopole de la violence légitime, ça me paraît une excellente idée. Mais dès que vous lui avez donné ce monopole, vous êtes immédiatement extrêmement inquiet à l'idée qu'il va vous mettre en esclavage. Parce que comment vous vous protégez contre le gars à qui vous avez donné le monopole de la violence? C'est un vrai problème, c'est tout ça le problème de la science politique, c'est comment vous contrôlez le type qui peut vous mettre en tôle. C'est ça le vrai problème, c'est le problème essentiel. Et la réponse donnée par les libéraux, et j'y reviens, c'est qu'il faut que tout le monde soit égal devant la loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui s'impose à l'État, à celui qui a le monopole de la violence légitime. Et bien sûr, cette loi doit être votée par une majorité de gens qui vont permettre à l'État de se payer en levant des impôts. C'est-à-dire que derrière l'égalité de la loi, il y a aussi le fait que l'État ne peut lever des impôts qu'avec l'assentiment des citoyens une fois qu'ils les ont votés. Et à ce moment-là, ils peuvent contrôler l'État en contrôlant l'arrivée de pognon, en quelque sorte. Vous voyez, c'est un truc assez simple. Et ça, c'est comme ça que vous réussissez à contrôler l'État. Vous contrôlez l'État par la loi, qui est supérieure et antérieure à l'État, qui dépend du droit naturel, etc. Bon, ça, c'est grosso modo la thèse de base. Une fois que vous êtes arrivé à ce résultat, un État, en principe, ça gère quoi? Les fonctions régaliennes, j'entends bien, mais l'entité sur laquelle l'État a son monopole de la violence légitime, vous l'appelez comment d'habitude? La nation. Qui est la nation? C'est la nation. Donc ça veut dire quelque part, si vous continuez à réfléchir comme ça, lentement, que la monnaie, c'est l'État. L'État se finance avec des impôts qu'il prélève une fois qu'ils ont été acceptés par la population pour, dans le fond, réglementer et organiser une nation. Tout ça, ça me paraît logique, hein, c'est les uns derrière les autres. C'est pas... J'ai rien dit qui vous ait surpris pour l'instant. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Très bien. La nation. Alors, c'est quoi une nation? C'est quoi une nation? C'est important, hein? Vous avez 2 notions de nation. Ah voilà, qui a dit ça? Une volonté de vivre ensemble, c'est la définition de Renan, qui est la définition française de la nation. Une volonté de vivre ensemble appuyée sur un historique commun, une histoire commune. C'est ce que Renan avait dit.
Et l'autre définition de nation, c'est la nation allemande, qui était un peuple, un territoire, une langue. C'est-à-dire que vous voyez que la définition allemande est une notion complètement inclusive. Vous naissez allemand ou alors vous ne serez jamais allemand. Alors que la notion française est français, celui qui se sent français. C'est pas du tout une notion qui est liée au territoire, à la langue, à quoi que ce soit. Un homme comme Romain Gary, qui était un écrivain extraordinaire, était juif ukrainien, et il disait « Je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule en moi ». Et donc, ce que je veux dire, c'est que la France, vous êtes français parce que vous voulez. C'est ce que ce pauvre Zemmour essaye de nous dire toute la journée, et tout le monde l'engueule. Alors que c'est la vraie définition de la française. Vous êtes français si vous voulez être français. C'est donc une notion essentielle. Vous n'êtes pas français parce que vous êtes né français ou que vos grands-parents étaient français, ça ne veut rien dire. Donc, vous avez cette notion de nation qui est essentielle. Ça veut dire que la monnaie est dans le fond l'envers d'une nation, c'est-à-dire d'une volonté de vivre ensemble. Et c'est une notion extrêmement importante. Alors, vous avez des nations qui sont bien organisées pour vivre ensemble, comme la nation allemande, puisqu'ils ont un peuple, un territoire, une langue, donc il n'y a pas de... Puis vous avez des pays qui sont plutôt moins bien organisés, puis c'est pas pour ça que ça ne fait pas bon y vivre. Un pays comme l'Italie, si vous voulez, vous avez, comme me dit toujours un ami italien, le grand problème de l'Italie, c'est qu'on a réuni une partie de l'Afrique et une partie de l'Europe pendant le 19e siècle. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Les gars de l'Italie du Nord bossent, envoient du pognon par des transferts sociaux dans l'Italie du Sud, qui bossent moins. Et ça fait que les Italiens du Nord sont très compétitifs, travaillent très bien, mais que s'ils sont en concurrence avec les Allemands, eux, les Allemands, ils transfèrent du pognon à personne, puisqu'ils sont tous entre eux. Ils travaillent tous bien, ils sont tous sérieux et tout et tout. Donc, au bout d'un certain temps, les Italiens deviennent non compétitifs avec les Allemands. Alors, comment ça se passait dans le temps? La lire italienne dévaluée, de façon à remettre les pendules à l'heure, vous voyez, de rendre les... Dans le fond, ce qui se passait, c'est que les gars du Nord gagnaient des Deutschmark, et puis transféraient les lires vers le Sud. Vous voyez, c'était comme ça que ça marchait. Et puis, tant que ça allait bien. Mais à partir du moment, et j'en arrive à la première partie de mon exposé, qui sera sur l'euro, à partir du moment où vous bloquez le taux de change entre l'Italie et l'Allemagne, vous détruisez l'appareil industriel italien qui perd sa compétitivité au travers du temps. C'est-à-dire, et prenez un autre exemple, la France. Les Français ont 20% de fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants que les Allemands. Moi, personnellement, ça ne me gêne en rien. C'est un droit constitutionnel des Français d'être gérés comme des cochons. Si c'est ce que veulent les Français, moi, ça m'est complètement égal. Mais qui paye ces fonctionnaires? De façon générale, nous, oui. Mais en fait, qui crée de la valeur dans le système français? Une valeur marchande. Les entreprises, les entrepreneurs. Ça veut dire que les entrepreneurs français ont un coût de 20% supérieur aux entrepreneurs allemands pour payer leurs fonctionnaires. Donc, si on bloque le taux de change entre la France et l'Allemagne, au bout d'un certain temps, tous les entrepreneurs font faillite. Donc, Monsieur Gassi, oui? est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus l'incidence du taux de change sur la compétitivité? Vous êtes un... Mais bien sûr, c'est une très bonne question. Alors, imaginez que vous ayez des rentiers qui gagnent de l'argent sans prendre de risques dans un système, mettons les fonctionnaires ou les gens qui ont des obligations de l'État français ou des gens comme ça, et que vous ayez des entrepreneurs, des gens qui prennent des risques. Qu'est-ce qui se passe si vous bloquez le taux de change avec l'Allemagne? Les fonctionnaires français, les rentiers, vont avoir une rente qui est garantie par la productivité allemande.
leur monnaie ne baissera pas. Donc les rentiers s'enrichissent, mais les entrepreneurs français, eux, ils doivent baisser leur marge, ou aller mettre une usine en Allemagne pour devenir compétitifs à nouveau. Et donc le chômage français augmente. Donc si vous empêchez le taux de change d'évoluer, vous favorisez les rentiers français et vous défavorisez les entrepreneurs français. Et vous favorisez en quelque sorte les entrepreneurs allemands et vous défavorisez les rentiers français. Quand l'euro est sorti dans mon livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », j'avais dit que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, puisque les taux d'intérêt allaient baisser, tout le monde allait spéculer sur l'immobilier, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'était il y a 20 ans. On y est, on a trop d'usines en Allemagne, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse est, je ne sais pas, je ne suis pas là pour vous donner des solutions, je suis simplement pour vous dire qu'on a monté un système qui ne peut pas marcher. Puis ensuite, on verra ce qui se passe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont commis une erreur absolument monstrueuse, c'est qu'ils ont créé une monnaie qui ne soit pas adossée à une nation. Et donc un système fiscal, et donc c'est un système qui ne peut pas marcher, puisque personne n'a le monopole. L'Europe n'est pas une nation, l'Europe n'est pas un État, c'est une civilisation. Donc, si vous voulez, on a créé, à la place d'avoir une Europe extraordinairement diversifiée, chacun faisant des expériences dans son coin avec des taux de change qui s'ajustaient au fur et à mesure, on a essayé de faire comme un lit de Procuste, où tout le monde a la même taille, le même... Alors, ça veut dire quoi? Je vais y revenir, mais gardez dans l'idée que l'euro est un système qui ne marche pas, puisqu'il empêche tout ajustement. C'est un système qui est bloqué. Ces fonctionnaires veulent la stabilité. Et le seul moment où vous êtes stable, c'est quand vous êtes mort. Donc, ils ont créé un système qui est létal, qui tue. La seule chose de la vie, c'est que ça bouge. Un système qui ne bouge pas est un système qui crève. Bon, donc on a réussi, en quelque sorte, à faire sortir l'Europe de l'histoire en empêchant les gens de s'adapter en Europe. Donc vous gardez ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe par ailleurs dans le monde? Il se passe un phénomène très curieux. Et je vais revenir encore une fois à la monnaie qui me semble essentielle. Le système financier mondial, depuis 1945, était organisé autour du dollar. Vous aviez le dollar qui était dans le fond la monnaie. Il y avait ce que Jacques Rueff, qui était un économiste français assez compétent, appelait le privilège impérial. C'est-à-dire que quand la France, l'Angleterre, l'Italie, n'importe quel pays a un déficit extérieur, on achète à l'extérieur plus qu'on ne vend, à un moment ça s'arrête parce que les gens ne vous prêtent plus d'argent, vous ne pouvez plus acheter leurs produits, etc. Les États-Unis ont ce privilège incroyable qui peuvent solder leur déficit extérieur avec leur propre monnaie. Donc ils disent, vous en faites pas les gars, je ne vais pas vous envoyer des biens en échange des biens que je vous m'avez vendus, je vais vous envoyer des bouts de papier. Des dollars. Ça s'appelle le privilège impérial, disait Jacques Rueff. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrainte du commerce extérieur. Personne ne peut forcer les États-Unis à ralentir à cause de leur déficit extérieur. Ils sont là, ils continuent. Bon. Et ces dollars étaient acceptés à l'extérieur. Et ils devenaient des réserves de change pour les autres pays. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez gagné des dollars sur les États-Unis, vous les changiez en francs français, et vous les changiez à la Banque centrale, et la Banque centrale, elle vous donnait des francs français, elle prenait des dollars, et hop, ces dollars, elle les remettait à la Banque centrale américaine, ce qui finançait le déficit intérieur américain. Donc, vous voyez, c'était un système qui était bien, puisque le déficit extérieur finançait le déficit intérieur. Mais ça a fonctionné pendant 40 ou 50 ans. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 10 ou 15 ans, qui est très nouveau, et que je vais vous expliquer? C'est qu'autrefois, ces dollars que la Banque de France avait gagnés comme ça, elle en faisait ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que c'était à elle.
Alors par exemple, s'il y avait une entreprise française qui passait un accord, je ne sais pas, avec le Soudan, que ça se passait en dollars, si la Banque centrale du Soudan était d'accord et la Banque française centrale était d'accord, les Américains ne disaient rien. Donc c'était en quelque sorte des dollars, mais qui étaient contrôlés à l'extérieur. Depuis 10 ou 15 ans, les États-Unis ont décidé que comme toutes les transactions en dollars se soldent toujours aux États-Unis à un moment ou à un autre, leurs droits américains s'appliquaient sur toutes les transactions en dollars. C'est-à-dire qu'ils ont extraterritorialisé leurs droits sur toutes les transactions en dollars. Or, 80% du commerce international était en dollars. C'est-à-dire qu'ils se sont octroyés un droit de regard sur toutes les transactions en dollars. C'est-à-dire aujourd'hui, si n'importe qui fait une transaction en dollars avec quelqu'un d'autre en dehors des États-Unis, vous avez 3 personnes qui sont au courant à tout moment, l'acheteur, le vendeur et le fisc américain, la trésorerie américaine. C'est-à-dire que c'est une perte de souveraineté totale pour la quasi-totalité des autres pays dans le monde, puisque si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez passer par autre chose que par le dollar, mais à ce moment-là, vous pouvez fermer toutes vos banques et toutes vos affaires de commerce international, puisque tout passe par le dollar. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis, depuis 10 ou 15 ans, instrumentalisent le dollar comme un moyen de puissance. Ils disent, regardez, ils ont collé une avance de 9 milliards de dollars sur la BNP, qui n'avait rien fait d'illégal. Mais ils leur ont dit, vous n'avez rien fait d'illégal, mais si vous faites un procès aux États-Unis, vous allez probablement gagner, mais ça sera dans 15 ans. Et en attendant, on va vous retirer toutes vos licences bancaires aux États-Unis. Et à ce moment-là, ils peuvent fermer, quoi. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a une espèce de volonté, et je ne suis pas un anti-américain primaire, loin de là, mais il y a une espèce de volonté des États-Unis de prendre le contrôle de l'information, de toutes les informations, en passant par le dollar et leur GAFA en plus, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde qui devient un petit peu inquiétant pour les libertés individuelles ou la souveraineté des pays, si vous voulez. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que j'ai dit, parce que c'est important dans ce que je dis. Bon, donc, ça se produit. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, ce genre de truc s'appelait moyennement en Asie, en particulier à la Chine, qui est en train de monter doucement comme la puissance d'opposition aux États-Unis. Et donc les Chinois ont dit, ben, écoutez, il faut que nous, en Asie, on essaye de bâtir un système où on va utiliser de moins en moins le dollar. C'est-à-dire on va essayer d'utiliser nos monnaies nationales entre nous. Le cas échéant, s'il y a des petits problèmes si on a besoin de quelques crédits, ben on fait une espèce de nouveau FMI, on fait une espèce de nouvelle Banque mondiale. On crée des marchés à terme sur le marché du pétrole en monnaie chinoise, ce qui fait qu'à ce moment-là, les ventes et les achats de pétrole, ne passant plus par le dollar, ne peuvent plus être contrôlés par les États-Unis. Si vous voulez, ils ne peuvent plus vous... Donc, quelque part, ils sont en train d'essayer de reprendre le contrôle. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une zone monétaire qui va émerger en Asie, centrée sur la Chine, et que cette zone monétaire va prendre petit à petit son indépendance par rapport au dollar, ce qui stabilisera énormément l'Asie, puisqu'une grosse partie de la volatilité de l'Asie venait du fait que quand il y avait trop de dollars, ben, le dollar se pétait la gueule et l'Asie boomait, et puis quand il y avait pas assez de dollars, le dollar montait et l'Asie se pétait la gueule, tandis que là, si les folies du dollar ne sont plus là, ben, ils vont être beaucoup plus stables et avoir le même taux de croissance, ce qui veut dire que ça va être très bon à long terme pour eux. Donc on voit bien que l'Asie est en train de s'adapter. On voit bien que M. Trump est en train de dire, bon, ben, toutes ces histoires de monnaie de réserve, d'être la monnaie dominante, c'est une très mauvaise affaire pour les États-Unis. C'est une très bonne affaire pour Wall Street, pour le monde financier, parce que c'est eux qui font toutes les transformations, donc ils font plein d'argent. Mais c'est une très mauvaise affaire pour ce qu'on appelle Main Street, c'est-à-dire les petites gens qui travaillent dans les vrais boulots, si vous voulez. Les Main Street, c'est tous les gars qui sont dans l'Illinois, etc.
Donc M. Trump a été élu par Main Street et suit une politique qui sera favorable à Main Street contre Wall Street et contre les médias. C'est pour ça que tout le monde lui tape dessus en Europe, parce que c'est évident que nos journaux sont dans les mains des gens qui ont bénéficié des systèmes précédents, quoi. N'imaginez pas une seconde que ce que vous lisez sur les États-Unis, dans les journaux français, a quoi que ce soit à voir avec la réalité. Donc, grosso modo, avec les États-Unis, ils sont en train de se dire on va essayer de monter un système qui sera refermé sur lui-même, beaucoup moins ouvert sur le monde, un peu comme l'Asie de l'autre côté, et que ça va être de plus en plus difficile d'avoir des dollars. Donc, ceux qui sont endettés en dollars sont en train de sauter, comme la Turquie, comme l'Argentine, l'Afrique du Sud, puisque si vous êtes endetté dans une monnaie que vous ne pouvez pas imprimer, bah, il faut que vous couvriez ce qui est une vente à découvert. S'il n'y a pas de dollars qui arrivent pour vous aider à couvrir la vente à découvert, bah, vous allez sauter, quoi. Et alors j'en reviens à l'Europe. Et vous vous dites, mais alors, devant ce monde asiatique qui s'organise autour de la Chine, devant ce monde américain qui se replie sur lui-même, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on se dépatouiller? Parce que la solution, elle est toute simple. C'est que l'Allemagne a des excédents absolument monstrueux. 8% de son PIB. C'est incompréhensible. Logiquement, si on était dans un monde où le marché, les prix seraient libres, le Deutschmark, s'il existait, devrait monter très fortement, ce qui rendrait la France, l'Italie, l'Espagne compétitives vis-à-vis de l'Allemagne à nouveau, ce qui permettrait de relancer un petit peu tout le système industriel européen, et on se retrouverait, nous aussi, avec un monde européen qui serait balancé avec le Deutschmark au sommet, puis des monnaies satellites autour, et c'est un truc qui marcherait. Mais c'est impossible à cause de l'euro. Donc, si vous voulez, le mécanisme d'ajustement qui nous permettrait, en tant qu'Européens, de nous en sortir, qui aurait été de faire monter la monnaie allemande, ben, il n'est pas possible. Donc, on est dans une situation absolument dramatique en Europe, c'est que l'outil d'ajustement, on nous empêche de nous en servir. Avec cette imbécilité d'euro qui a été faite par les hauts fonctionnaires français, pour essayer d'accroître leur pouvoir. Vous savez, c'est Delors, c'est Trichet, c'est tous ces gars-là qui ont exigé l'euro. Les Allemands ne voulaient pas. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que dans ce monde qui va se scinder en trois, vous voyez deux zones qui sont à peu près homogènes, à peu près équilibrées, qui devraient s'en sortir en se repliant sur elles-mêmes, et une qui va être la zone de tous les dangers. C'est la zone de l'Europe. Et ne vous faites pas d'illusions, l'Allemagne est en faillite. Parce que l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a dans son bilan? Elle a vendu depuis le début de l'euro, 20 ans, pour à peu près 1000 milliards d'euros de plus de bagnoles, de machines-outils, etc., au reste de la zone euro qu'elle n'a acheté. Vous me dites, c'est très bien. Mais comment a-t-elle financé ces 1000 milliards d'euros? Qui les a financés? Ben, l'Allemagne nous a prêté 1000 milliards d'euros pour qu'on lui achète ses bagnoles. Qui vous préféreriez être aujourd'hui? Le Grec qui a la Mercedes? Ou l'Allemand qui a le titre « L'effet à recevoir du Grec » disant qu'un jour il paiera la Mercedes? Ben, le Grec. Donc, si l'euro saute, l'Allemagne fait faillite le lendemain matin. L'Allemagne a 1000 milliards d'effets à recevoir qui sont dans les bilans de ces entités financières, compagnies d'assurance, etc., caisses de retraite. Ça ne sera jamais remboursé. Si elle perd 500 milliards, et mettons l'Italie sort la semaine prochaine de l'euro, les fonds propres de l'industrie financière allemande, c'est 350 milliards. S'il y a une perte de 500 milliards, toute l'industrie financière allemande fait faillite. Donc n'imaginez pas une seconde que l'Allemagne sort de ça grandie. Ils sont ruinés. Oui? Est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait que l'Allemagne exige de l'Italie d'avoir du collatéral par rapport à la dette, ça pourrait être justement un déclencheur d'une crise, puisque
que l'Italie n'acceptera jamais. Ben, l'Italie ne peut pas accepter, pour une raison très simple, et puis les Allemands ne vont pas envoyer des tanks, ils ont essayé 2 ou 3 fois, ça marchait moyennement. Donc, vous avez un léger problème ici, c'est que si vous avez des dettes monstrueuses et que vous n'avez pas les canonnières pour forcer l'autre pays à payer vos dettes, en général, ils ne vous les payent pas. Je sais pas, mais... oui. Et en cas de sortie de l'euro pour la France, ce serait quoi les avantages? Ben, les avantages, si vous voulez, c'est qu'on a une dette qui est à peu près 100% de notre PIB, qui est détenue à 70% par des pays étrangers, et il y a une loi de la monnaie qui ne connaît pas d'exception, c'est ce qu'on appelle la lex monetae, c'est-à-dire que vous remboursez votre dette dans la monnaie qui a cours dans l'État souverain français. Alors aujourd'hui c'est l'euro, par une décision du Parlement ou du Président, ça peut être le nouveau franc français, et on remboursera notre dette avec une monnaie qui sera beaucoup moins chère. Et comme la monnaie baissera de 20 ou 30% vis-à-vis de l'Allemagne, plus personne n'achètera une BMW, tout le monde achètera des Peugeot. Et le chômage montera en Allemagne et baissera en France. Tant mieux. Ben oui, tant mieux. Mais pourquoi? Bien sûr, tant mieux. C'est-à-dire qu'on retournera, à nouveau l'entrepreneur français sera favorisé, et le rentier français, le fonctionnaire, sera défavorisé. Cette politique a été faite par des fonctionnaires, pour des fonctionnaires. Les seuls qui gagnent avec l'euro, c'est les gars du ministère des Finances, vous savez, qui sont... ils ont fait une politique qui les avantage, eux. C'est tout. Donc vous avez... Alors, donc, ce que j'essaie de dire, c'est ce monde qui va se scinder en 3, qui est en train de se scinder en 3. Vous avez la zone de toutes les fragilités, c'est l'Europe. Vous avez déjà l'Angleterre qui est en train de sortir, l'Italie qui est à la veille de sortir, qui est en train d'essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que l'Allemagne, jusqu'à ce que la Commission lui dise non, parce qu'on a un vrai problème constitutionnel en Europe sur les libertés publiques. Et je vais le décrire comme ça. C'est que pour avoir le monopole de la violence, il faut être légitime. Puisqu'on dit la violence légitime. Qu'est-ce qui donne la légitimité à un appareil étatique ? Dans notre monde, c'est le peuple qui est le souverain. Quand il y a un référendum en Suisse, le lundi matin, les journaux disent « le souverain a parlé ». Et personne ne discute les résultats, le souverain a parlé, c'est le peuple. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en Europe? On voit 2 légitimités. La légitimité du peuple, qui s'exerce à l'échelle locale, l'Italie, la France, l'Espagne, et la souveraineté de la Commission qui est basée sur la technocratie. Ces gars-là, personne ne les a élus, personne ne peut les virer. Le Parlement européen. Le Parlement européen, il n'est pas maître de son ordre du jour, il est là, c'est une espèce de chambre d'enregistrement qui... C'est les décisions de la Commission. Le co-décideur. Mais il n'est pas maître de son ordre du jour, il n'a le droit de voter que ce que la Commission sur laquelle lui permet de voter. Comme celui-là, le Parlement français. Mais c'est le cas aussi du Parlement français, puisque 80% des lois par le Parlement français sont aujourd'hui passées par la Commission, arrivent directement de la Commission, et ce sont des lois, si vous voulez, que personne n'a discutées, et qui ont, du point de vue constitutionnel, prééminence même sur la Constitution française. Ce qui est absolument invraisemblable. Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'à un moment, le gouvernement italien va dire « nous, on veut, je sais pas quoi... offrir des roses à toutes les femmes le jour de leur fête, ou j'en sais rien, un truc très cher, quoi. » Et la Commission dira non. Et les Italiens diront, bah, vous savez quoi, on va dissoudre et on va demander au peuple qui est le souverain. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'en Europe, on décide qui est le souverain. Est-ce que c'est M. Juncker ou est-ce que c'est le peuple italien? Pour l'instant, cette question n'est pas tranchée. C'est celle qu'il va falloir trancher dans les années qui viennent pour savoir qui est le souverain. Est-ce que c'est le peuple français qui est le souverain? Ou est-ce que c'est la Commission européenne et M. Barnier? Est-ce que vous pensez que c'est le but de la manœuvre justement du gouvernement italien qui a présenté un budget Mais évidemment. Ils vont présenter des budgets, des trucs, des machins, jusqu'à un moment où la Commission va dire non. Et à ce moment-là, ils diront, bon, ben, la Commission dit non, on va demander son avis au peuple italien. Et poser la question, c'est y répondre. Hein. Mais à ce moment-là, l'euro saute.
Je suis d'accord avec vous. Ce sera une excellente nouvelle. Mais vous allez voir à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les gars qui nous expliquaient que l'euro, ça allait être un grand succès, qu'on allait tous devenir riches, prospères, heureux, etc., ils nous expliquent maintenant que si on le quitte, ça va être un désastre. Ils sont tellement plantés quand ils nous annonçaient que ça allait marcher, que je ne vois pas pourquoi on devrait les croire quand ils nous annonceront que ce sera un désastre. Je n'ai jamais vu des pays s'appauvrir quand la liberté augmente. Ce qui fait appauvrir les pays, c'est quand la liberté diminue, c'est pas quand la liberté augmente, quoi. Donc, oui. Étudier la gravité de la situation, le vice de constitution de l'euro à nos hommes de Bercy, si j'ose dire, mais il a quand même bien fallu que tous les fonctionnaires de tous les pays, petit à petit, il n'y a pas que Bercy, il n'y a pas que la France. Vous avez déjà vu un fonctionnaire qui n'aimait pas des réglementations, vous? Oui, non, je veux dire, tous, partout, dans tous les pays, oui. Ah, mais ils sont tous en faveur de ça, oui. Tous les fonctionnaires étaient très contents. Tous les fonctionnaires étaient très contents. Oui, ça a été une tentative de prise de pouvoir par la technocratie sur les démocraties. Il n'y a pas de doute. Ça a été un coup d'État qui a eu lieu après la réunification de l'Allemagne, pour empêcher l'Allemagne de dominer l'Europe. Parce que, et je vais terminer là-dessus. En ce moment, ça branle un peu dans le manche. Mais je vais terminer là-dessus, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui prend des informations et qui les transforme en un nouveau produit qu'il va gagner qu'il va vendre, sur lequel il va essayer de gagner de l'argent. Il prend tous les risques, il assume tous les coûts, et si ça marche, il en aura tous les bénéfices. Bon. C'est donc une espèce de paratonnerre à risque, un entrepreneur. Bon, si vous acceptez cette idée, quelles sont les informations d'entrepreneur? Ce sont les prix. Il regarde les prix, et puis il fait ses calculs dans sa tête ou ailleurs, et il dit, bon, avec ces prix-là, je dois pouvoir gagner de l'argent en le faisant ou pas, quoi. Mais tous les prix, tous, viennent de deux prix. Le premier, c'est le taux d'intérêt, qui vous permet de comparer le futur et le présent au travers d'un mécanisme qui s'appelle le mécanisme d'escompte. Vous calculez la valeur actualisée, vous savez, c'est un truc de... Et peut-être certains d'entre vous le savent. Donc, ça vous permet de faire des comparaisons dans le temps, le taux d'intérêt. Mais il faut que ce soit un taux d'intérêt de marché pour que les calculs soient valables, hein. Et puis vous avez le taux de change qui vous permet de savoir où vous devez consommer, acheter, vendre, etc. Donc qui est du domaine de la géographie. Donc vous en avez un qui est du temps, de l'histoire, et l'autre qui est de la géographie. Or, tous ces deux prix sont faux en Europe, puisque la Banque centrale les manipule, aussi bien les taux de change que les taux d'intérêt. C'est-à-dire que tous les prix en Europe sont faux. Comment voulez-vous que les entrepreneurs s'en sortent? C'est la Pravda. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un faux système de prix. On a manipulé les prix pour maintenir en vie un système qui n'est pas viable. Les taux d'intérêt, par exemple, les obligations françaises à 10 ans vous rapportent du 0,8% par an. C'est du grand n'importe quoi. S'il n'y avait pas la Banque centrale qui les achetait, elles seraient à 3 ou à 4. Mais si elles étaient à 3 ou 4, l'État français serait en faillite la semaine prochaine. Donc vous voyez, on a vraiment toute une série de choses comme ça. On a des faux prix partout. Un système qui est instable, qui est maintenu manu militari par des gens. Moi, dans les métiers financiers, par exemple, on a fait passer toute une série de réglementations. Je pense que certains d'entre vous ont des assurances-vie ou des retraites, etc. Les compagnies d'assurance, les sociétés de retraite n'ont le droit que d'acheter des produits en euros, de par la réglementation. Or, vous savez que tous ces produits vont se péter la gueule. Donc, par la réglementation, ils forcent ces sociétés à acheter des choses au détriment, à votre détriment, puisque vous êtes les clients finaux. Donc, ils vont vous ruiner pour maintenir leur espèce de rêve imbécile. C'est extrêmement grave. C'est une spoliation organisée de l'épargne longue au profit, encore une fois, des fonctionnaires. Donc, quelque part, en Europe, on est dans une situation extrêmement difficile parce qu'il va falloir casser ça sans casser l'Europe. C'est-à-dire ce que je dis toujours en rigolant, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose à faire en Europe, c'est faire le Bruxit. Il faut sortir Bruxelles. Tout le reste, c'est très bien. Mais Bruxelles, il n'y a aucune raison de les avoir. À partir de Delors, ça a foutu en l'air l'Europe. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé après, avec Delors et après, il faut s'en débarrasser. Donc il faut retourner vers ce que qu'était l'Europe, un endroit où des gens de bonne volonté discutaient ensemble, n'étaient pas d'accord, mais ils trouvaient toujours des compromis un peu crasseux, mais ça marchait très bien, et sortir de cette espèce de technocratie qui s'est arrogée des pouvoirs
dans lequel elles n'ont aucun droit. J'ai parlé longtemps, non? Bon, ben, je peux prendre aussi toutes les questions maintenant, mais si vous voulez, voyez ce que je veux dire, le monde est en train de se scinder en 3 groupes. Il y en a 2 qui sont... L'Asie va être de plus en plus stable, les États-Unis ils ont des problèmes de déficit budgétaire, et donc ça va être un petit peu agité, mais c'est assez stable parce que... Et puis l'Europe, c'est un système qui n'est pas viable. Et la Russie Ben, la Russie, elle est en train de rentrer complètement, c'est une grosse bêtise des Américains, dans l'orbite de la Chine, puisque la Russie vend tout son pétrole et tout son gaz maintenant à la Chine en yuan, en renminbi. Donc, quelque part, les Américains ont poussé la Russie dans les bras de la Chine, qui n'avait pas tellement envie d'y aller d'ailleurs, mais... Donc la Russie fait partie maintenant du bloc chinois, quoi. C'est pas moi qui fais toutes ces bêtises, hein. Pourquoi l'euro n'a pas réussi à faire ce que fait la Chine? Pourquoi l'Europe n'a pas réussi à le faire? À faire un bloc? Parce qu'on a bloqué les taux de change. Avant ça, on avait un machin qui s'appelait le SME. C'est-à-dire que de temps en temps, l'Allemagne réévaluée, ça permettait à chacun de garder sa compétitivité. Puis là, on a décidé de non. Le grand but de Trichet, qui avait sans doute vu défiler les Allemands quand il était petit, en 41 ou 42 à Londres, et qui s'en était jamais remis, c'était de transformer les Français en Allemands. La grande idée, c'est que si on se colle avec une monnaie commune avec les Allemands, ça va nous forcer à virer nos 20% de fonctionnaires en trop. Rien du tout. Ça nous a endettés, c'est tout. Donc, si vous voulez, le but, c'était on met l'État français dans une situation tellement bloquée qu'il sera obligé de se réformer. C'est-à-dire qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs. Oui? Une question. Donc en effet, moi je suis d'accord que l'euro est bloquant. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est si on quitte l'euro, il va y avoir une forte dévaluation du franc. Oui? Donc une augmentation importante des prix d'importation, qui sont considérables. Donc il faut admettre qu'on a une baisse de niveau de vie importante. Ben évidemment. Ça c'est un non-dit, on ne dit pas. Ben évidemment que vous allez avoir une baisse de non-bétis, puisque depuis... Ben, alors... Le smartphone, il a coûté 3 fois plus cher. Voilà. Ben, il y a des tas de choses... Ça a sauvé notre économie. Et puis en plus, si vous voulez, non, d'abord peut-être que l'Italie dévaluera plus que nous, donc les voitures italiennes, elles seront moins chères, et on pourra en acheter encore plus, ou j'en sais rien, si vous voulez. Donc c'est pas du tout certain qu'on va être celui qui a dévalué le plus. Non, mais on apporte beaucoup de l'Allemagne. Ben, on apportera beaucoup moins. On apportera beaucoup moins. C'est pas... Ben, les gens pourront plus payer les fonctionnaires pourront plus payer des BMW. Ça m'attriste, mais ils seront peut-être obligés de s'acheter des Seat. Bon, ils s'en remettront. Hein. Les voitures de l'Elysée, où il y en a, je ne sais pas combien, 250 avec 1000 chauffeurs. Il n'y a pas les fonctionnaires qui achètent des smartphones. Hein. Il n'y a pas que le fonctionnaire qui achète. Oui, ben, c'est pas grave, ça, le smartphone, si vous voulez, ben, vous garderez votre smartphone. D'accord, mais il faut le dire. Il faut le dire. Ah, mais bien sûr, il y aura une baisse du niveau de vie, mais en même temps, il y aura une baisse du niveau de vie des rentiers, une hausse du niveau de vie des entrepreneurs, parce que les gars qui vendent à l'étranger, ils vendront beaucoup plus. Et une baisse du chômage. Une baisse massive du chômage. Il y Oui. aura peut-être moins de suicides d'entrepreneurs aussi. Et d'agriculteurs. Vraiment, hein. La vie, c'est fait tout le temps, comme il disait. Oui? Parce que c'est un discours anti Non, il n'y aura pas une baisse. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y aura un transfert. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il n'y aura pas une baisse de niveau de vie, il y aura un transfert de richesse du rentier vers les entrepreneurs. Les rentiers s'appauviriront, les entrepreneurs s'enrichiront. À la place d'avoir ce qu'on a eu depuis 20 ans, un transfert des entrepreneurs vers les rentiers. Et le vrai problème qui est assez simple, c'est que si la démocratie, c'est le vote de l'impôt, et si la dette, c'est de l'impôt différé, tout ça c'est la réalité, la dette c'est de l'impôt différé, puisqu'il faudra un jour monter les impôts pour la payer, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait passer des impôts sur le dos de nos petits-enfants qui ne les ont pas votés. Donc si eux, ils ne sont pas d'accord. Ils ne la paieront pas, donc c'est pas bien. Mais ils ne la paieront pas. Sauf... Jamais les milliards. C'est toujours le cas. Mais j'en sais rien s'ils ne les paieront pas, parce que si vous regardez, si vous ne les payez pas, vous vous retrouvez comme le Venezuela ou l'Argentine, vous ne vous retrouvez pas bien. Hein. Mais l'Allemagne n'a plus de temps. Donc si vous voulez, ne pas payer la dette, c'est prendre une décision, parce que la dette, c'est ce qu'il y a dans tous vos... Combien de personnes ont des assurances-vie ici? Des assurances-vie. Qui n'a pas des assurances-vie? On va le faire plus vite. Hein. Parce que tous ceux qui ont des assurances-vie, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs assurances-vie? Des obligations françaises. Donc si on ne vous parle pas vos obligations françaises, mais vos assurances-vie, elles valent que dalle. Donc votre retraite, vous pouvez toujours vous brosser, vous n'en aurez pas. Déjà, vous n'allez pas avoir grand-chose, mais là, vous n'aurez rien. C'est la loi Sapin 2, interdiction de sortir des assurances-vie si l'État le décide. Voilà.
Vous pouvez être bloqué dans les assurances vie. C'est pour ça que si vous êtes dans les assurances vie, n'ayez rien en obligation française. Vous allez regarder votre assurance vie. S'il y a des obligations françaises, vous sortez de tout et vous mettez en action, par exemple, Air Liquide ou des choses comme ça. On l'a élargi aux banques, la loi 5. Bien sûr. Les banques peuvent fermer vos comptes. On l'a Hein. élargi aux dépôts. Oui, absolument. Mais tout est prévu pour le cas où le système se bloquerait. Oui. Tout est prévu pour le crack. Mais c'est pour ça que je vous dis que si vous ne voulez pas prendre de risques, il faut que vous ayez un portefeuille d'actions français bien diversifié, de sociétés de bonne qualité qui n'ont rien à voir avec les États. À ce moment-là, ça sera très volatile, votre portefeuille, mais ça vaudra quelque chose dans 10 ans. Tandis que si vous avez des services publics d'électricité et puis des obligations françaises et des banques, ça vaudra zéro. S'il vous plaît, on parle d'un prochain crash financier. Oh, depuis le temps que les gens l'attendent. Ouais, depuis longtemps, mais là, quand même, apparemment, on ne dit pas... Si le crash financier arrive, On dit sûr. si le crash financier arrive, il arrivera d'Europe. Pardon? Il arrivera d'Europe. C'est le cœur de la mauvaise gestion mondiale, c'est l'Europe. Donc, si vous voulez réduire vos risques en cas de crash financier, il faut plutôt aller vers l'Asie et les États-Unis et pas trop traîner en Europe, quoi. Parce que c'est là le cœur des déséquilibres, c'est l'Europe. Oui? Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Mais dites, il y a... Est-ce que si, dans le cadre d'une sortie de l'euro, est-ce qu'on n'a pas un risque de la part des marchés financiers en fait, de spéculation contre nous, on va dire par exemple par rapport à la France et par rapport à un retour éventuel au franc, qui pourrait perturber le fait que justement on pourrait se établir par nous-mêmes ou là, c'est-à-dire qu'il risque... Vous savez, les marchés financiers passent leur vie à exagérer dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ça donnera à quelqu'un comme moi l'occasion de faire d'excellentes affaires, quoi. Je ne vais pas pleurer là-dessus. Hein. Est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce qu'il serait important, si on avait des gens qui voudraient bien laisser leur idéologie au vestiaire, est-ce qu'il serait important de ménager une sortie de l'euro pour que tout le monde ne soit pas ruiné? Est-ce qu'il y aurait un moyen? Il faudrait qu'on se réunisse, qu'on ferme les banques pendant 15 jours ou 3 semaines, qu'on redéfinir toutes les monnaies, etc. dans les banques et tout, puis qu'on rouvre 3 semaines après et qu'on essaye de faire des marchés qui tiennent à peu près le coup. Mais ça voudrait dire que les gars qui sont au pouvoir ont compris qu'ils avaient fait une erreur et sont prêts à la corriger. Or, c'est exactement comme la ligne Maginot, si vous voulez. Ils nous ont bâti une ligne Maginot qui s'appelle l'euro. On s'est fait enfoncer par les Allemands comme chaque fois qu'on bâtit une ligne Maginot. Et maintenant, si vous voulez, ils ne vont pas nous dire qu'ils se sont trompés. Vous avez déjà entendu un inspecteur des finances dire qu'il s'était trompé? Soyons sérieux, quoi. Ils ne se sont jamais trompés, ces gars-là. Ils ont toujours été premiers en classe. Ils ne peuvent pas se tromper. Attendez, oui? Dans votre monde tripolaire, quelle place vous voyez pour l'Afrique? L'Afrique, vous savez, le gros problème, c'est ils ont une démographie absolument affolante, et qui d'ailleurs se déverse chez nous. Et le problème, c'est que si on est en train de rentrer dans une société de la connaissance, ce qui compte, c'est dans le fond les bacs plus 7. Or, nous, on en a pas mal des bacs plus 7, mais ils se barrent, et on fait rentrer des bacs moins 7. Alors, je ne suis pas certain que ce soit... Alors donc, vous voyez, je veux dire, il y a quand même le problème de l'Afrique, c'est que, et du monde musulman, mais surtout du monde musulman, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour l'éducation. L'éducation, en particulier l'éducation des femmes. Le monde musulman, ils ne veulent pas éduquer les femmes, ça ne sert à rien. Oui? Je n'ai pas bien compris dans votre démonstration en quoi l'euro qui paralysait les taux de change avantageait les fonctionnaires. Parce que, si vous voulez, l'euro, dans le fond, c'est une espèce de Deutschmark. Donc les fonctionnaires français sont payés au même niveau que les fonctionnaires allemands. Mais la productivité française, elle n'est pas du tout la même. Donc si le franc français était là, les fonctionnaires français seraient payés au niveau de la productivité française. Donc les fonctionnaires français sont payés comme les fonctionnaires allemands, alors qu'on ne le gagne pas. On ne gagne pas ce pognon, ils ne le gagnent pas ce fric. Les coûts des fonctionnaires en général, oui. Vous savez, les taux de change, c'est très bien, c'est un mécanisme d'ajustement assez indolore. Quand Mme Aubry a créé les 35 heures, si on avait vécu dans un pays normal, la monnaie serait pétée la gueule instantanément, les Français auraient fait la relation entre socialistes, baisse de mon niveau de vie à travers de la baisse de la monnaie, ils n'auraient plus jamais voté pour eux.
Mais manque de peau, on a bloqué le taux de change, donc ça permet aux socialistes de continuer à faire bêtise sur bêtise sans jamais avoir à supporter la sanction, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est un machin inventé par les fonctionnaires pour défendre les fonctionnaires. Puisqu'en France, il n'y a que des fonctionnaires qui sont politiques. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous n'êtes pas politique, vous faites pas de. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous ne faites pas de politique en France. Oui ? Du coup, si je suis votre raisonnement, globalement, malgré qu'on ait un risque de dévaluation de la monnaie, moi, jeune actif à 33 ans, j'ai plus intérêt, malgré une éventuelle crise économique qui pourrait se profiler, à acheter ma maison maintenant, plutôt que d'attendre que ça se soit cassé la figure. Oui. Non, mais surtout que aujourd'hui, les taux d'intérêt sont anormalement bas. Donc, si vous pouvez emprunter à 25 ans pour votre monnaie, pour votre maison à 1,5%, faites-le. Certainement. Oui ? À taux fixe. Surtout pas à taux variable, malheureusement. À taux fixe. Laissez la banque prendre la claque. Ouf. Ils sont vachement bons pour ça. Du standard or pour un nouveau système monétaire. Le meilleur système monétaire, c'est que chaque monnaie varie en fonction de la politique et de la rentabilité et de la productivité de chaque pays. Et qu'on se démerde des sich, hein. L'idée que vous allez monter un système qui permettra d'avoir des taux de change fixes et tout, vous repartez au problème précédent. Si la France est gérée comme un cochon, comme des cochons, le franc français se pète la gueule et les Français font une relation entre les politiques et leur monnaie. Et si le franc français commence à être bien géré, il montera et les gens feront la relation aussi. Laissez les prix libres. Pourquoi voulez-vous? Est-ce que vous connaissez un exemple dans l'histoire de fixation des prix, de blocage des prix qui a marché? Depuis les édits de Dioclétien au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui avaient bloqué tous les prix, les blocages des prix, ça n'a jamais marché nulle part. Et le bloquer le taux de change, c'est un blocage des prix parmi d'autres. Pourquoi pas la baguette de pain ou la paire de chaussures? Je veux dire, c'est un prix, quoi. Laissez-le fluctuer librement en fonction de ceux qui veulent acheter ou vendre. D'ailleurs, pendant longtemps, notre commerce était équilibré avec l'Allemagne. Tant qu'on pouvait. 45 et 80, 90, mais tant qu'on n'avait pas rentré dans cet imbécile. Dès qu'on a commencé à essayer de prétendre qu'on a de bloquer les cours à travers du SME et ensuite de l'euro, ça n'a pas marché, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, enfin c'est pas moi, la fameuse sortie de Lagarde, enfin Christine Lagarde, la présidente de l'FMI, en disant qu'ils font un reset en 2020, il faut passer au DTS, parce que finalement ce que vous décrivez, c'est un effondrement de la monnaie mondiale, parce que le dollar n'ira pas bien, la Chine est La Chine, je peux vous dire, elle a zéro dette puisqu'elle est endettée vis-à-vis d'elle-même. Si vous avez de la dette vis-à-vis de vous-même, vous n'êtes pas endetté. Si vous voulez, moi, je travaille avec mon fils, comme les Japonais. Là, si j'emprunte du pognon à mon fils, la famille en consolidé n'a pas de dette. Hein. Donc, si vous voulez, la Chine, elle a des dettes énormes vis-à-vis d'elle-même. Vous avez une dette dans un pays, si vous êtes endetté vis-à-vis de l'étranger, dans une monnaie que vous ne contrôlez pas. Si les Chinois ne remboursent pas les Chinois, il n'y a plus de Chine. Pourquoi voulez-vous que les Chinois ne remboursent pas les Chinois? Il y a des entreprises qui sont endettées, oui, mais si vous voulez, c'est une partie de l'État qui doit du pognon à une autre partie de l'État, garantie par une troisième partie de l'État. Pourquoi voulez-vous qu'il y en ait qui fassent défaut là-dedans? Je ne comprends pas bien. Qui va y gagner dans cette histoire? Personne, justement, mais je termine parce que la question n'était pas là. Enfin, oui. Sujet. Donc, les États-Unis, bon, le dollar va. Vous avez remarqué, les fonctionnaires, j'ai bien compris le sens de votre question, les fonctionnaires, dès que quelque chose ne marche pas, c'est comme quand l'Union soviétique, le communisme, le problème c'est qu'on n'a pas tué assez de gens. On n'en a tué que 100 millions. Si on en avait tué 200 millions, le communisme pourrait marcher. Donc ils vous disent, ça ne marche pas au niveau de l'Europe, donc vous savez quoi? On va le faire au niveau du monde. Et comme ça, on est sûr qu'on va tous se faire massacrer. Non, mais ils sont redoutables, ces gars-là. Il faut les fusiller toutes affaires cessantes. Vous savez, autrefois, les ministres des Finances incompétents ou les banquiers centraux incompétents, on les pendait place de grève. Moi, je serais assez d'accord pour aller pendre M. Le Maire place de grève. Mais il y en a d'autres que je pourrais voir. Il y en a plein avant. Hein. Il y a un nombre. Oui. Le libéralisme, c'est d'abord une doctrine juridique. Ça a toujours été une doctrine juridique. La Chine, qui s'apprête dans la première puissance économique du monde, comment va-t-elle conjuguer un très fort libéralisme économique et un système juridique, enfin un système politique qui n'est peut-être pas le plus libéral du monde Alors, c'est une bonne question que j'avais d'ailleurs posée à Milton Friedman, encore lui.
Et il m'avait répondu, la liberté individuelle, ça peut s'exercer dans 3 domaines. Le premier, c'est le domaine économique. J'achète, je vends, j'embauche, je débauche. Le deuxième, c'est le domaine social, les tribunaux, l'égalité du droit, etc. Et le troisième, c'est le domaine politique. Alors, ce qu'a fait Singapour, sur lequel la Chine se copie pas mal, dans les années 50 où ils étaient très pauvres, c'est Lee Kuan Yew, qui était le patron de Singapour, a dit, écoutez les gars, je vous donne une liberté économique totale. Achetez, vendez, vous faites ce que vous voulez. La liberté sociale, on va la mettre en place doucement, mais il n'y a pas le feu au lac. Et la liberté politique, vous votez pour qui vous voulez, on se voit dans 40 ans. Et c'est exactement ce que font les Chinois. Vous avez une liberté économique totale, les libertés sociales sont en train de monter cas un cas à. Vous pouvez faire condamner des gens devant des tribunaux en Chine parce qu'ils vous ont bâti un immeuble qui vous prend votre soleil ou des trucs comme ça, donc ça arrive doucement. Et la liberté politique, on se verra quand on n'a pas le temps de s'en occuper pour l'instant. Donc, et si j'analyse ça à la lumière de la France, en France, j'ai aucune lumière en tant qu'entrepreneur, j'ai très très peu de liberté économique. La liberté sociale, de moins en moins, et en plus je ne peux pas créer une école, par exemple. C'est un merdier noir de créer une école. Et la liberté politique, j'ai le droit de voter pour un fonctionnaire ou un autre depuis à peu près 50 ans. Donc, les Chinois lisent beaucoup en ce moment, il me semble, les Chinoises, l'ancien régime et la révolution de Tocqueville. Oui, ben, ils comprennent, les Chinois comprennent très bien, mais vous savez, les Chinois, ils ont traversé ce qu'ils appellent le grand malheur de 1880 à 1980. Ça a été abominable, des centaines de millions de morts, une perte de prestige et tout et tout. Donc les Chinois sont en train... Ils veulent le changement, mais ils veulent surtout pas l'instabilité. Ils ont une peur panique de l'instabilité, parce que toutes les périodes malheureuses de l'histoire de Chine, c'est quand elles se séparent en différentes régions, il y a des gouvernements régionaux et tout. Donc ils aiment la stabilité, donc ils aiment le changement dans la stabilité, ce qui est un peu... pas toujours facile, mais ça bouge beaucoup la Chine quand même. Ça bouge beaucoup. Mais si on vient au franc, on aura toujours le même problème avec le dollar qui gère tous les pays mondiaux. Ah ben, bien sûr, on aura toujours le problème, mais à ce moment-là, rien ne nous interdira de faire une espèce de système de paiement européen sans passer par le dollar, faire comme SWIFT. Vous savez, SWIFT, c'est tout le monde passe dans l'ensemble des monnaies européennes. On n'a pas besoin d'une seule monnaie, on peut avoir des tas de monnaies qui se passent à l'intérieur du même système de paiement, et puis ça se compense instantanément. Je signale que la Suisse qui n'est pas malheureuse, la Suède qui n'est pas malheureuse, la Grande-Bretagne qui n'est pas malheureuse, et la Norvège qui n'est pas malheureuse non plus, ne sont pas dans l'euro. Ils se portent très bien. Mais ce problème du dollar, vous savez qu'il profite de faire de la prédation de nos sociétés, puisque... Ben justement, l'électrique Alstom, ben oui. ils ont profité d'un... C'est parce qu'on a été trahi par nos hommes politiques, là aussi. Et quel homme politique a donné l'autorisation d'acheter Alstom? Et en Iran, ce qui s'est passé là récemment. C'est la même chose, c'est les États-Unis qui veulent empêcher les gars, et ils se servent du dollar pour leur but de politique étrangère. Par curiosité, votre position par rapport aux crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, si vous voulez, je suis une position qui est celle d'un vieux crabe, hein, donc c'est que moi je pense que quand même derrière une monnaie, qu'on le veuille ou non, il y a quelqu'un, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure là, quelqu'un qui peut vous forcer à l'accepter, cours forcé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer vos impôts en crypto-monnaie ou j'en sais rien. Donc le vrai problème avec crypto-monnaie, c'est que vous vous amusez, vous spilez sur les crypto-monnaies, et puis vous vous faites avoir par un escroc. Il y en a, hein. Et à ce moment-là, vous portez plainte, et le juge va vous dire, vous avez joué au Monopoly avec des copains, vous avez perdu du pognon, c'est pas mon problème. Vous n'avez pas confiance dans la monnaie du pays et vous venez ensuite vous adresser à la justice du pays. Donc vous n'avez aucune sécurité juridique. Vous faites confiance au gars qui est de l'autre côté. Ce qui est admirable, mais j'ai plus l'âge, quoi. Il y a longtemps que j'ai du mal à faire confiance aux gens. Mais apparemment, des pays, même en Europe, sont en train d'organiser cette économie. Il faut faire une différence. Le blockchain, qui est une révolution, et la crypto-monnaie, qui est une escroquerie. Ce qu'il faut, c'est trouver une façon de jouer le blockchain en shortant les crypto-monnaies. Vous voyez ce que je veux dire? Le blockchain, c'est un vrai changement révolutionnaire. La crypto-monnaie,
c'est probablement une escroquerie. Enfin, ça mène très facilement à l'escroquerie. Et puis il est arrivé un truc à un de mes copains, des jeunes avec qui travaillait avec moi, il avait acheté des crypto-monnaies, des bitcoins tout à fait au début, et puis il les avait mis, donc il avait gagné tout plein de pognon, il était tout content, puis son ordinateur s'est crashé, et il n'a jamais pu les retrouver. C'était des centaines de millions de milliers de dollars, il n'a jamais pu les retrouver. Il les avait pas mis de côté et tout, parce que quand il les a achetés, ça représentait 10 000 $. Puis quand il s'est rendu compte un jour, il a dit où est-ce qu'il est mon vieil ordinateur. Et puis il était. Donc, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'Allemagne qui, malgré tout le respect que j'ai pour vous, les conclusions que vous avez, j'ai peine à croire qu'en Allemagne, personne ne les laisse. Ils vont laisser faire, ils vont se laisser en papaouter et attendre. Le grand problème de l'Allemagne, si vous voulez, c'est ce que disait Kissinger, pauvre Allemagne, qui est trop grande pour l'Europe et trop petite pour le monde. Le grand problème de l'Allemagne, c'est que sans arrêt, ils cherchent les instruments de la puissance, et une fois qu'ils les ont, ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est pas la première fois, là, normalement, ils devraient organiser l'Europe compte tenu de leur position dominante, en prenant sur eux de casser l'euro et de faire monter leur monnaie et tout, mais ils n'ont pas de vision. Ils sont des comptables. J'ai rien contre, hein. Il faut reconnaître qu'ils sont encore totalement traumatisés des dernières guerres. Ben, je le serai à leur place. Hein. Ah oui. Donc ils ne peuvent rien faire. Ils sont complètement traumatisés. Ils sont traumatisés. Mais, moi, je le serais, si j'étais allemand, j'aurais... Donc il ne faut rien leur demander. Sinon le business. On ne peut rien leur demander, mais à ce moment-là, on ne se met pas en taux de change fixe avec eux, quoi. C'est pas leur faute, hein. C'est pas nous qui avons exigé, c'est pas eux qui ont exigé le taux de change fixe, c'est Delors et c'est Mitterrand. Mitterrand a été négocié avec eux, il a dit je veux qu'il y ait l'euro pour que l'Allemagne soit réunifiée, qu'elle a accepté. Et Mitterrand est sorti en disant j'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro. Ah bah bravo, ils se sont décloués depuis. Hein. C'est les nôtres qui sont cloués maintenant. Oui. J'ai une question, je sors un peu de l'Allemagne, mais par rapport à l'euro, il y a des anti-euro en sortie de l'euro. Les gens qui sont anti-sortie de l'euro parlent parfois de... Enfin non, qui sont pour la sortie de l'euro, mais avec un argument qui n'est pas le vôtre. C'est la planche à billets, qui est... moi, je suis plutôt d'accord avec l'idée que créer de l'inflation, c'est pas bon. Et c'est un argument des pro-européens, des aristocrates de l'Europe. Puis il y a une banque centrale qui empêche l'inflation. Et qu'est-ce qui est le problème? Il n'y a pas de problème, en fait, si les pays sont tous sous... Mais encore une fois, si vous voulez, si un pays suit une politique inflationniste, sa monnaie baissera. Aux élections suivantes, la majorité sera virée, et puis on aura un gars qui suivra une politique raisonnable, quoi. Il faut laisser au peuple le choix, la possibilité de payer pour ses erreurs. Si vous protégez le peuple contre toutes les erreurs qu'il va faire, à quoi ça sert de voter? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont plus voter. Ça ne sert plus à rien de voter en France. La politique budgétaire ne dépend pas de nous, la politique monétaire ne dépend pas de nous, le taux de change ne dépend pas de nous. Je veux dire, quel est le pouvoir du gouvernement d'aller inaugurer les hortensias? D'embaucher des fonctionnaires? Ça ne sert plus à rien. Vendre des aéroports, oui, ce qui n'est pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Et la Française des Jeux, oui. Ben, ils vont vendre tout ce qui est vendable. Hein. Ils vont vendre tout ce qui est vendable. Vous savez, la prochaine chose qu'ils vont vendre, c'est l'armée française. Ils vont vendre l'armée française à l'Allemagne. Ben, oui. Donc on va faire le STO à l'envers, vous savez. Oui, on y arrive. C'est pour ça que... Pôle emploi a ouvert, Pôle emploi est en partenariat avec son équivalent de chèque pour les chômeurs français qui sont invités à aller chercher du travail en République tchèque. Pendant que les retraités français vont en Espagne et au Portugal monter l'immobilier, les caisses espagnoles partent en Angola ou au Brésil, c'est formidable. Hein, c'est vachement bien tout ça. là, c'est super, il faut être open. Oui, c'est tout à fait remarquable, mais... bah oui, mais vous avez remarqué que la réalité est assez simple, c'est qu'un système est juste. C'est un économiste, c'est un philosophe américain qui s'appelait John Rawls qui a théorisé ça, qui est mort maintenant, qui était professeur à Harvard, qui disait que ce système est juste si les gens les plus petits dans l'économie voient leur niveau de vie monter au travers du temps. Ça, c'est un système juste. Or, depuis 15 ou 20 ans qu'on nous a organisé cette espèce de système européen à la noix, qui n'a rien à voir avec le libéralisme, mais tout à voir avec le capitalisme de connivence, les riches s'enrichissent comme des malades et les pauvres s'appauvrissent. Ben, c'est pas acceptable.
C'est pas acceptable. On voit très bien par qui ce système a été fait et pour qui. C'est tout. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que l'Allemagne, si l'euro explosait, serait en faillite. Oui. Grosso modo, parce que les soldes Target 2 ne seraient pas payés. Oui, ils ne le seront pas, de toute façon. Tout à fait. Et on parle en parallèle de hausse du Deutsche Mark. On a le système bancaire. Mais ça durera une seconde, la hausse du Deutsche Mark. Les gens se disent, ouais, je vais acheter du Deutsche Mark parce que c'est l'Allemagne. Et puis ensuite, ils vont se dire, mais ben Dieu, il va falloir émettre 500 milliards d'euros de Deutsche Mark d'obligations allemandes. C'est peut-être pas une bonne idée d'acheter du Deutsche Mark. Donc le Deutsche Mark montera pendant une semaine. Puis ensuite, vous aurez la vraie baisse. Quoi. Non, il va monter pendant une semaine, le Deutsche Mark. Hein. Pendant que... Non, vous posez une question. Non, vous posez une question très intéressante, si vous voulez, c'est la question à laquelle je ne réponds jamais, parce que ce qui compte pour un financier, c'est pas de savoir quand ça va se passer, c'est que vous ayez des actifs qui ne soient pas massacrés quand ça va se passer. Et comme ils ne coûtent pas plus cher que les autres actifs, donc mon boulot à moi, c'est pas d'expliquer aux gens quand ça va se passer, mais c'est d'expliquer le genre d'actifs qu'ils doivent avoir dans leur portefeuille, pour que quand ça se passe, ils ne soient pas massacrés. Quoi. Se préparer. Le franc suisse, donc dans 2 ans. Le franc suisse tiendra le coup, bien sûr. Les Suisses, vous savez, c'est... Ceci dit, s'il y a une prochaine récession avec des taux qui sont encore très très bas et des budgets des États super endettés, on ne voit pas comment l'euro pourrait tenir le coup. Évidemment. Et la prochaine récession, elle arrive en Italie. Hein. L'Italie est déjà en train de piquer du nez, là. Parce que les taux d'intérêt sont à 4 ou 3,5 et le taux de croissance est à 1,5. Si vous empruntez à 4,5 pour investir à 1,5, ça ne dure pas longtemps. Hein. La conséquence pour des épargnants La conséquence pour les épargnants, c'est que vous devez avoir aucune obligation européenne. Si vous avez des trucs, ayez des actions de bonne qualité, 100% en actions de bonne qualité, du style Air Liquide, Schneider ou des machins comme ça, des sociétés françaises qui vendent partout, qui produisent partout et qui n'ont rien à voir avec la France, sauf leur siège social. Je ne pense pas que l'État peut spolier les épargnants. Pour aller chercher les actions, c'est difficile. Il ira chercher votre compte bancaire. Mais pour aller vous piquer vos actions Air Liquide, ça va être dur. Hein. C'est plus complexe. Hein. Donc, si vous voulez, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est écoutez, quand vous achetez dans la finance, vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire une obligation ou un prêt, vous pouvez acheter une part de propriété. Comme vous n'avez aucune idée de le contrat, il sera libellé dans une monnaie et vous ne savez pas ce que cette monnaie sera, si elle sera repayée, etc., il faut que vous ayez que des parts de propriété. Sinon, vous êtes cuit. Si... Rien sur son compte en banque, c'est mieux. Le minimum, 30 000. Même ça, ils vous les rembourseront pas. Non, il n'y a pas assez de sous pour ça. Il y a assez de sous pour 20 000 comptes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Maurice Allais Maurice Allais, il disait des choses qui étaient tout à fait raisonnables. J'ai lu ses bouquins, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, c'était prix Nobel d'économie français le dernier. C'était un mathématicien remarquable, c'était un économiste, enfin il a fait des tas de choses très intéressantes. Il disait il faut organiser la concurrence entre des pays qui ont des niveaux de développement similaires. Mais organiser la concurrence avec des gens qui ont des coûts complètement différents des nôtres, c'est peut-être pas bien raisonnable. Quoi. Donc, mais il disait que l'euro ne marcherait pas. Ça, c'est il fallait. C'est pour ça qu'on parlait jamais de lui. Bien sûr, monsieur. On ne parlait jamais de lui. Alors que c'est le premier prix Nobel et notre seul prix Nobel pendant 20 ou 30 ans. Oui, non mais... Il y a 2 ans. Oui, il y avait eu Debreu, mais Debreu c'était un matheux qui a enseigné à Berkeley, qui était un matheux, oui. Non, mais encore une fois, si vous voulez, l'économie c'est tout simple. Si vous voulez, c'est un repas gratuit, ça n'existe pas, quoi. Puis c'est tout. L'avenir est beau alors. L'avenir est beau. Oui, si on retourne. Mais ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que j'ai été pessimiste sur l'Europe depuis 20 ans et la bourse européenne a fait 2 fois moins bien que toutes les autres bourses mondiales, donc j'ai eu plutôt raison. Et je dis aux gens, si l'euro pouvait péter, je pourrais enfin redevenir optimiste sur l'Europe. Enfin, il y aura des opportunités incroyables en Europe. Et j'attends avec impatience. Hein.